Il est 14h30. Nous reprenons notre journée d'audition et donc nous accueillons cet après-midi pour commencer les représentants de deux ONG, Greenpeace et L214 Éthique et Animaux. Je précise que la demande d'auditionner ces deux ONG fait suite à des volontés qui se sont exprimées en bureau de certains groupes politiques, voilà, et que donc nous avons acté le fait d'avoir une discussion un peu plus directe avec Greenpeace et L214 Éthique et Animaux. Je souhaite la bienvenue à Madame Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture de Greenpeace France, accompagnée de Monsieur Julien Rivoire. Oui, c'est ça. Chargée de campagne stagiaire. Et Madame Brigitte Gauthier, directrice de L214 Éthique et Animaux, accompagnée de Monsieur Samuel Hérault, responsable des affaires publiques. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Nous avons entendu plusieurs membres du collectif Nourrir il y a 2 semaines et donc nous serons heureux de recueillir votre témoignage sur les positions que vous défendez en matière d'agriculture, d'alimentation et plus largement d'écologie et de relations aux vivants. Je laisserai à chacune de vos structures dans quelques instants un propos de 10 minutes introductifs. Donc on aura 20 minutes d'introduction, puis ensuite on passera aux séances de questions-réponses. Je vous rappelle à tous les quatre que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai à tous les quatre de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va faire l'ordre alphabétique. Donc, on va commencer par Greenpeace. Voilà, je vous laisse la parole pour 10 minutes d'introduction. N'importe lequel des deux. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques femmes quand même. Suzanne Dalle, je travaille à Greenpeace depuis 10 ans maintenant en tant que chargée de campagne agriculture. Et avant ça, j'ai aussi une expérience professionnelle dans un syndicat agricole au sein des jeunes agriculteurs. Donc j'ai un peu vu aussi l'autre côté de formation. Je suis ingénieure agronome. Donc je suis arrivée à Greenpeace en 2014. Il s'avère qu'un an plus tard, l'organisation, qui est une organisation internationale, a justement défini sa vision pour l'agriculture à l'échelle internationale, de nouveau, parce que c'est vraiment aussi notre spécificité dans le milieu des ONG françaises d'avoir cette dimension internationale, à travers un rapport qui s'appelle Agriculture écologique, que je vous ai ramené ici. Je suis désolée, j'ai beaucoup de documents, je vous les passerai après, ça vous fait beaucoup de lecture, mais je vais vous les présenter, comme ça vous pourrez après recibler ceux qui vous intéressent plus spécifiquement. Ce rapport qui s'appelle Agriculture écologique a comme sous-titre 7 principes clés pour replacer l'humain au cœur du système alimentaire. Le premier de ces 7 principes clés dans la définition de Greenpeace de l'agriculture écologique, c'est justement celui de la souveraineté alimentaire. Donc c'est vraiment un concept qui est cher à Greenpeace de longue date, puisque ce rapport-là, il date de 2015. La définition qui est donnée dans ce rapport, c'est celle de la Via Campesina, donc à savoir la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire. Je ne vais pas revenir plus en détail sur la manière dont on le définit, puisque ça a déjà été fait par le collectif Nourrir, et qu'on est totalement en accord avec ce qui a été porté par le collectif Nourrir. On en fait partie, et qui plus est, j'ai aussi visionné l'audition, donc je sais déjà que vous en avez déjà longuement discuté avec eux, et je n'ai rien de plus à ajouter à ce qu'ils vous ont présenté à ce moment-là. Néanmoins, au moment où on a écrit ce rapport en 2015, donc qui était un rapport international, donc en anglais, on a eu cette difficulté au moment de la traduction du rapport de justement traduire et rendre plus tangible cette notion de souveraineté alimentaire. Je dis ça parce que c'est un concept qui reste très conceptuel, désolée pour la répétition, mais je pense que vous voyez l'idée derrière ça. Et donc j'avais aussi en tête dans cette introduction de définir, de prendre quelques exemples très concrets pour illustrer ce qu'est pour nous la souveraineté alimentaire et en quoi la souveraineté alimentaire se distingue aussi
de la question de la sécurité alimentaire. À savoir, il ne s'agit pas juste d'une question de productivité, de production alimentaire, mais il s'agit bien aussi de pouvoir choisir ce qu'on va pouvoir mettre dans notre assiette. Quand on dit choisir, ce n'est pas simplement l'État, c'est aussi, c'est tout simplement le droit des peuples à pouvoir choisir ce qu'eux mettent dans leur assiette. Alors, j'ai prévu quelques petits exemples, j'en ai trop, donc ça dépassera les 10 minutes, donc je ne vais pas tous les développer, mais on aura l'occasion, je suppose, d'en reparler dans les questions que vous pourrez nous poser par la suite. Le premier exemple très concret, c'est celui du soja. Je suppose que vous le savez, mais on est dépendant en termes d'importation sur nos protéines et notamment sur la question du soja. C'est un sujet sur lequel on travaille de longue date puisque ces importations de soja, elles sont responsables de déforestation en Amérique du Sud. Plus précisément là, dans le Cerrado et dans le Gran Chaco, c'est les deux régions qui sont vraiment ciblées en ce moment. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le soja qu'on importe en Europe et en France, il sert très majoritairement à nourrir nos animaux de bétail. Là, il y a la moitié qui sert aux volailles à peu près, et le reste qui va servir pour les autres animaux. Mais donc c'est clairement quelque chose, enfin une dépendance forte. Et qui vient aussi tout simplement de notre historique et de nos relations commerciales. Donc là, déjà, immédiatement, on peut faire le lien avec les accords de libre-échange. Alors on se dit, très bien, on a cette dépendance-là. Si on a un raisonnement qui est celui de se dire la souveraineté alimentaire, c'est produire tout ce qu'on doit produire nous-mêmes pour être autosuffisant, on se dit, on va produire nous-mêmes le soja qu'on importe en France. En fait, dans les faits, c'est tout simplement pas possible. Pourquoi ? Parce que les volumes aujourd'hui qu'on importe en France de soja, ça représenterait à la production, en termes de terres qu'il faudrait cultiver en soja uniquement, une surface de quasiment 1,2 million d'hectares. Cette surface-là, ça représente la surface agricole de 2 départements bretons qu'il faudrait dédier uniquement au soja. Donc ça veut dire qu'on enlève ce qu'on fait déjà sur ces surfaces-là et qu'à la place, on met du soja pour être en capacité aujourd'hui de nourrir tous nos animaux d'élevage avec du soja français, et donc à la fin être sûr d'avoir des animaux nourris, élevés, produits, abattus en France. Et donc c'est là qu'on voit bien cette notion de souveraineté alimentaire, parce que le discours facile qui est de celui de dire augmentons la production de soja, en fait, il ne se tient pas. Le seul moyen possible, au final, on le voit bien, c'est celui de réduire. Si on veut effectivement être indépendant de ces importations de soja, le seul moyen, ça reste en réalité de réduire en fait nos niveaux de production et donc nos niveaux de consommation de manière à avoir des niveaux de production qui nous permettent d'effectivement produire l'alimentation pour les animaux en France et en Europe. Ces chiffres dont je vous parlais, ce 1,2 million d'hectares, nous, on l'a illustré à travers un travail cartographique dont je vous ai également pris les documents qui sont juste là, que je vous donnerai juste après. Le deuxième exemple très concret, mais sur lequel je vais pas trop insister, parce que de la même manière, je sais que lors de l'audition du collectif Nourrir, ainsi que lors de l'audition de la Confédération paysanne, c'est des sujets que vous avez aussi abordés, c'est celui des accords de libre-échange. Le troisième exemple, enfin, qui est un exemple beaucoup plus récent, qu'on a entendu là dans l'actualité la semaine dernière, je pense, ou il y a 2 semaines, c'est celui du riz doré. Donc d'un OGM qui pouvait être cultivé aux Philippines, enrichi en vitamines. On a entendu il y a eu une chronique à la radio par une journaliste française très véhémente à l'écart de Greenpeace, qui pointait du doigt le rôle supposé qu'aurait joué Greenpeace dans une décision de justice philippine qui a été rendue, qui justement interdit la culture de ce riz doré aux Philippines. Mais justement, c'est bien là qu'on pointe du doigt le rôle et l'importance de la souveraineté alimentaire. Parce qu'au départ, ce recours qui a été porté aux Philippines, suite à laquelle la justice philippine a rendu sa décision, il n'a pas été porté par moi, Suzanne Dahl, Greenpeace France, il a bien été porté par un collectif de paysans philippins
qui justement s'opposent à ce riz doré pour leur demander de mettre un terme à cette culture. Nous, Français, on n'a aucun droit de dire aux Philippins ce qui est bon ou non pour eux de cultiver dans leur pays. Et ça, à nouveau, ça montre bien justement cette notion de droit des peuples à choisir ce qui va être dans leur assiette. Voilà pour ce qui est de ces exemples-là. J'ai pas du tout regardé le début de... Ah oui, là c'est... Ah, c'est mon temps, il me reste 1 minute 40. Ok. Oui, bien sûr. Bon, du coup, je vous propose, on pourra aussi, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps, parler notamment de la question des méga-bassines, dont je vais dire un mot, mais de fait, il ne me reste plus énormément de temps pour en parler, de la question notamment de l'irrigation, en fait, et du partage de l'eau. Parce que là aussi, pour moi, ça vient vraiment illustrer ce concept de souveraineté alimentaire, dans le sens où, aujourd'hui, en fait, on ne se pose pas la question de pourquoi on produit. On ne peut pas simplement, dans une logique de souveraineté alimentaire, se dire on va produire pour produire. En fait, il faut qu'on regarde aussi la destination de ces productions agricoles. Est-ce qu'elles vont effectivement ou non servir à nourrir les humains ? Or, en l'occurrence, quand on regarde les productions agricoles en France et en Europe, on se rend bien compte qu'elles ne servent pas du tout majoritairement à nourrir les humains. En réalité, elles servent majoritairement à nourrir d'une part les animaux, et aussi à remplir en fait les réservoirs des voitures. Et ça, pour nous, c'est extrêmement problématique. Et c'est pour cette raison qu'un des principes fondateurs dans la définition qu'on porte de l'agriculture écologique, c'est celle d'améliorer les rendements, non pas les rendements tout court, mais bien les rendements alimentaires. On ne peut pas juste produire pour produire. Aujourd'hui, on doit produire pour nourrir, on doit bien produire pour nourrir les animaux. Un chiffre pour illustrer ça, c'est que 26% des céréales qui sont aujourd'hui produits à l'échelle européenne. Il n'y a que 26% des céréales aujourd'hui produits à l'échelle européenne qui servent effectivement à nourrir les humains. Et je finis dans le sens... Ah oui, non, c'est un décompte inverse. Alors là, vous voulez vraiment me perdre avec ce système des décomptes. Non, mais de fait, j'avais fini sur ce point des méga-bassines. Et nous, c'est ce qu'on défend en réalité depuis 10 ans. C'est aussi ce qu'on a porté dans beaucoup de travail de plaidoyer qu'on a pu faire, que ce soit lors de la mise en place du plan stratégique national. Mais c'est cette vision-là de la souveraineté alimentaire qu'on porte justement en France. Et en Europe aussi, puisque je participe aux discussions européennes. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à L214 pour 10 minutes. Il faut couper votre micro par contre, ouais. Merci. Allez-y. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir sur cette commission d'enquête qui n'est pas notre sujet central, la question de la souveraineté alimentaire, mais qui effectivement a un lien avec l'objet de l'association. Il y a de nombreux liens avec la question animale. Peut-être pour replacer L214, c'est donc une association de défense des animaux qui sont reconnus comme êtres sensibles depuis 1976, inscrits dans le Code rural à l'article L214.1, c'est de là qu'on tire notre nom. On concentre nos actions toujours pacifiques autour de ceux utilisés comme ressources alimentaires, donc en ce qui concerne la production de viande, de lait, d'œufs, et puis qui concerne les poissons. On est connu essentiellement sur les enquêtes qui sont filmées, avec l'étude de la littérature scientifique et professionnelle, des rencontres sur le terrain, et on amène dans le débat public ce que vivent les animaux lors des phases d'élevage, de transport, d'abattage ou de pêche. Et on se rend compte qu'il y a un écart considérable quand même entre une société qui est soucieuse des animaux et puis les pratiques qui sont quand même d'une violence inouïe à l'égard de ces mêmes animaux. L214 défend la pleine reconnaissance de la sensibilité et de la conscience des animaux, comme c'est établi scientifiquement d'ailleurs, comme l'ont fait avant nous Pythagore, Victor Hugo, Léonard de Vinci, Marguerite Yourcenar et bien d'autres, ce qui implique de prendre en considération leur intérêt à ne pas souffrir et avoir la vie la meilleure possible. Ce projet de société, ça implique l'arrêt des abattoirs et des activités d'élevage et de pêche qui visent à produire viande, lait, œufs et poissons, produits dont les êtres humains n'ont pas besoin pour se nourrir, pour être en bonne santé, pour bien manger et vivre des moments conviviaux ou même être étoilés Michelin.
Cette vision ouvre la perspective d'une société qui cohabite, coopère en bonne intelligence avec les animaux. Alors, on est bien conscient que c'est un énorme changement de mentalité, de pratique, d'habitude. Et du coup, on propose de continuer cette réflexion autour de la place qu'on accorde aux animaux dans notre société, mais de se donner quand même des objectifs qui aujourd'hui dans notre société sont consensuels, sont atteignables à moyen terme et qui permettent déjà de faire reculer les pratiques les plus préjudiciables, notamment l'élevage intensif, et diminuer le nombre d'animaux tués. Donc la proposition qu'on porte, c'est de diviser par 2 le nombre d'animaux élevés et tués ou pêchés pour la consommation alimentaire française d'ici 2030. Cette proposition, elle s'inscrit, elle rejoint de nombreuses recommandations qui sont faites par des instances scientifiques qui font autorité dans leur domaine. Je citerai le CNRS, l'INRAE, Solagro, l'IDRI, France Stratégie, l'ADEME, la Cour des comptes, le Conseil national de la transition écologique, le GIEC, le Haut Conseil pour le climat, le HIT-Lancet, etc. Donc si nous, on est en premier lieu au niveau de L214 motivé par la question animale, ça permet en outre de répondre à des enjeux de sécurité alimentaire qui rejoignent votre souci de souveraineté alimentaire, des enjeux environnementaux, sociaux, de santé publique, de solidarité. Voilà. On identifie que les raisons de la perte de la souveraineté alimentaire, la question posée par votre commission, ça rejoint, entre autres, c'est lié à la production et à la consommation française gargantuesque de viande, de produits laitiers, de poissons et autres animaux aquatiques. On a assez peu de temps, du coup, on a essayé de rassembler quelques idées sur le document qu'on vous a fait passer. Et pour aller rapidement, ce qui nous intéresse dans le concept de souveraineté alimentaire, c'est la capacité à produire son alimentation de base. Et je crois que vous avez quand même pas mal placé vos discussions là-dessus. On a vu qu'il y avait beaucoup de débats autour de cette question, c'est quoi la souveraineté alimentaire et tout ça. Nous, c'est vraiment la capacité de pouvoir produire sur le territoire l'alimentation de base. C'est produire cette alimentation aujourd'hui sans nuire à celle de demain, de pouvoir continuer de produire même quand les relations entre pays se dégradent, quand les chaînes d'approvisionnement sont compromises ou quand les phénomènes météorologiques, conséquences du réchauffement climatique, impactent les rendements. Et ça va s'accentuer au fur et à mesure. Alors c'est une question pour la France, mais plus largement pour l'Europe et même pour le monde. L'enjeu est de produire suffisamment de nourriture pour une population croissante avec une alimentation plus végétale. On peut aller vers une production qui est sobre sur l'utilisation des terres, sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation d'intrants, tout en ayant une nourriture saine, durable, diversifiée et gourmande. On ne va pas aborder, nous, les enjeux de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui font partie aussi des domaines à regarder, et des enjeux géostratégiques de la nourriture utilisée comme une arme par certains pays. Juste comme rappel assez rapide, la consommation de viande en France aujourd'hui, c'est 85 kilos par an et par personne, sachant que la consommation mondiale moyenne, c'est 40 kilos. Donc on est un peu plus du double, on mange beaucoup. Notre consommation, elle excède les recommandations nutritionnelles de 30% et nos besoins de 50%. Les plafonds recommandés pour la consommation de viande, par exemple, sont même régulièrement dépassés, surtout pour la viande rouge et la charcuterie. Après, pour rentrer dans le vif du sujet, on a des surfaces agricoles qui sont nécessaires pour produire la nourriture. Et aujourd'hui, si on fait la comparaison entre les surfaces nécessaires pour nourrir une personne en 100% végétale, il faut 1300 mètres carrés contre 4300 mètres carrés pour une personne qui consomme de la viande. L'alimentation standard française. C'est grosso modo entre 3 et 4,5 fois plus de surfaces qui sont nécessaires, sachant qu'en France, la surface agricole utilisée, elle est de 3940, à peu près 4000 m² pour l'ensemble des usages, pas seulement pour l'agriculture destinée à l'alimentation, soit directement, soit par l'intermédiaire des animaux. Sur la question des océans, c'est à peu près pareil. En France, on consomme 33 kilos par habitant et par an, dont 24 qui proviennent de la pêche et 9 de l'aquaculture, sachant qu'on produit 8 kilos par an par la pêche et 2 kilos par an pour l'aquaculture. Donc on en consomme 33 et on en produit 10. À savoir que cette utilisation des poissons, des océans, que ce soit pour la pêche directe, pour la pêche minotière,
non seulement ça tue des milliards d'animaux qui d'ailleurs ont du mal à renouveler leur population, mais les océans absorbent 30% de nos émissions de dioxyde de carbone qui sont dues aux activités humaines, et donc il vaudrait quand même mieux le préserver. Sur la France dépendante des importations, vous l'avez vu, sur les protéines végétales, notamment sur le soja, on importe quand même 54 kilos par an et par personne de soja en France, ce qui est juste complètement énorme, alors que les gens n'ont absolument pas l'impression de manger du tofu tous les jours. Les intrants, c'est l'énergie et les engrais. Les engrais, 80% sont importés. Les produits finis, viande ou produits transformés, mais aussi fruits, légumes, produits de la mer. Enfin bref, à l'échelle de l'Union européenne, nous produisons seulement 25 à 30% des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, donc on ne peut pas vraiment dire. Et je reprends ce qu'a dit Madame Catherine Laroche-Dupraz, que vous avez reçue pour cette même commission, et qui disait « Si l'objectif prioritaire est de réduire la dépendance aux importations, le seul levier efficace envisageable est de réduire la production et la consommation de produits animaux en France ». C'est aussi un modèle qui surexploite nos ressources en eau. On utilise 5 fois moins d'eau quand on produit une alimentation qui est beaucoup plus végétale, voire 100% végétale. Évidemment, nos modèles, notre consommation gargantuesque, ça a un impact aussi sur les animaux, puisque pour produire autant de produits d'origine animale, en France, 8 animaux terrestres sur 10 abattus proviennent d'élevage intensif, ce qui est complètement en contradiction avec la demande citoyenne, qui n'est pas forcément l'attitude des consommatrices et des consommateurs, mais 85% des Françaises et des Français se prononcent contre, et c'est qu'on soit rural, qu'on soit citadin, qu'on soit sympathisant de droite radicale, de gauche, tout le monde est d'accord pour dire que ce modèle-là est inacceptable. Et des scientifiques de l'INRA et du CNRS, en 2022, ont sorti une tribune pour dire qu'améliorer les élevages intensifs, c'est impossible. Voilà, donc autant dire, on n'améliorera pas la condition animale sans sortir de l'élevage intensif. L'impact sur l'environnement, je pense que vous l'avez vu en long, en large et en travers. Je reviens juste sur l'illusion des prairies qui stockent du carbone. Certes, il y a une absorption de carbone par les prairies, mais au mieux, ça compense 33%, c'est les chiffres de l'IDEL, des émissions. Donc, on est loin du compte. Nitrates, algues vertes, les nappes phréatiques qui sont inexploitables, vous les avez déjà dans le collimateur. Sur l'érosion des sols, près de la moitié des terres arables de l'Union sont vulnérables à un ou plusieurs facteurs d'érosion aujourd'hui. On peut parler du côté de la santé des particules fines, de l'antibiorésistance, des zoonoses et du manque de robustesse face à des phénomènes météorologiques extrêmes amenés à se multiplier dans les années à venir. Et ça n'a pas été trop évoqué, mais les points de bascule, dont on ne sait pas quand ils arriveront, mais quand ils arriveront, on ne sera pas très bien. Vous avez parlé de libre-échange, de mesures miroirs. Oui, complètement. Sauf que la plupart des importations françaises, elles viennent de l'Union européenne. Et puis, on a des acteurs qui jouent sur tous les tableaux, notamment, par exemple, LDC, que vous avez... j'ai écouté le début de l'audition. Donc effectivement, qui joue à peu près sur tous les tableaux, qui rachètent des entreprises polonaises. Voilà. Et toujours, c'est des entreprises familiales. LDC, Bigard, c'est des entreprises familiales. Le géant ukrainien MHP, c'est aussi familial. Donc voilà, familial, ça ne veut pas dire que le modèle est vertueux. Souligner des professions quand même qui sont plongées dans la détresse, c'est celle des éleveurs. Là, on parle de crise agricole en ce moment, mais elle dure depuis 40 ans. C'est absolument pas un phénomène nouveau. Les facteurs, ils sont multiples, ils sont connus, l'endettement, les conditions de travail éreintantes, la rémunération faible, les contrats d'intégration injustes, la pression économique très forte, les vulnérabilités face aux aléas climatiques, au cours des intrants, aux épisodes d'épizootie, etc. etc. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des échanges avec d'autres pays. Monsieur Bizien, que vous avez reçu pour l'INAPOR, a bien dit, en fonction des habitudes culturelles, on ne mange pas tous la même chose. Juste pour revenir sur l'endettement, l'endettement moyen des éleveurs de cochons, c'est quand même supérieur à 500 000 euros et de poulets à 300 000 euros. La situation des pêcheurs n'est pas plus enviable. Et pour terminer, les ouvriers d'abattoir avec 4 fois plus de risques d'accident du travail et 90% d'entre eux qui sont touchés par les troubles musculo-squelettiques. Et souligner que l'inaction coûte plus cher que l'action. Aujourd'hui, le temps qu'on attend, en fait,
Voilà, il y a des chiffres qui ont été avancés. Les épisodes de sécheresse là, vont coûter 43 milliards d'euros à la France. Et ça, c'est peut-être parce qu'on n'a pas réagi suffisamment rapidement aux alertes des scientifiques qui nous disaient que le changement climatique, ça allait nous coûter cher. Ensuite, on vous a donné le consensus scientifique autour de la végétalisation de l'alimentation qui soutiennent les moins 50% d'ici 2030. Et puis juste pour finir, dire que les citoyennes, les citoyens, en matière d'alimentation, c'est parfois des avis un peu contradictoires, voilà. Mais c'est aussi, comme l'a dit l'IDRI, donc c'est un think tank qui dit que durant la crise agricole de début d'année, les agriculteurs ont parfois exprimé le sentiment d'être coincés entre d'un côté les décideurs qui pousseraient à un agenda de transition en faveur du verdissement de l'agriculture et de l'autre les consommateurs dont les achats de produits exigeants d'un point de vue environnemental ou de produits français ne suivraient pas. Pour en finir avec ces injonctions contradictoires, l'action publique doit porter sur ce qui conditionne le lien entre producteurs et consommateurs, l'environnement alimentaire, l'offre, les prix, les normes sociales, la publicité, lui-même en grande partie façonné par les acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution et de la restauration. Les citoyens, 65% se sont d'accord pour réduire de 50% la consommation de viande et de poisson en 5 ans, veulent en finir avec l'élevage intensif et la pêche industrielle. Je pense qu'il y a une voie royale politique pour aller vers ça et ça aiderait tout le monde, y compris les agriculteurs. Merci, mesdames.